Blabla sanfɛ a bɛ se ka annonces créer ale ni k'a publier a ka sigida mɔgɔw ye Mali ale ni jamana wɛrɛ. Ka kumaɲɔgɔnya nɔgɔya sannikɛlaw ni feerelikɛlaw ye. Blabla bɛ se ka sɔrɔ Android ou iPhone sanfɛ, App Store ale ni Play Store jamana caman yen bɛ sɔrɔ vidéo duguma. Lavage de l'auto ale de bɛ kokoro kɛ sanga ana ka waati maa minnu bɛ yen ni u sigilen bɛ baarakɛyɔrɔ la tan t'u bolo ka taa n'u ka mobili lavage la yalima maa minnu bɛ yen ni u bɛ siran k'u ka mobili di maaw ma ka taa lavage la yalasa tiɲɛni kana sɔrɔ sira la o jɔrɔ bana bɛ pewu ka kɛɲɛ ni lavage de l'auto mɔgɔw ka wuli ka jɔ ye yalasa k'u lasɔrɔ nɛgɛjuru sira 62 21 38 73. a filɛ k'i tɛgɛ sigi nin kɔnɔna kan wala an ma mobili in kɔnɔna ye a y'a tɛgɛ sigi a y'a lajɛ a ye mobili in kɔnɔna lajɛ sa a ka nkalon bɔ n da est-ce que nkalon don a y'a lajɛ sa cɛ mobili in kɔnɔna n'i kun y'a ye kabako don ala cɛ mɛ n ka cɛ kamalen y'i tɛgɛ sigi a kan a y'a lajɛ sa a ka nkalon bɔ n da bon nin ye nin finition de ye sisan a bɛ ka jɔsi entretien bɛɛ kɛra ka ban a bɛ ka jɔsi i m'a ye bon an m'a ye an ma mobili in kɔnɔna ye mɛ an nana sa a y'an tɛgɛ sigi a kan a y'a lajɛ a ka nkalon bɔ n da sa a y'a lajɛ a cɛ a bɛ ka mana tap cɛ wa mana mobili tɛ dɛ mobili filanan filɛ yen fɛ o filɛ kɔfɛ o ye électrique de ye ale bɛ charge de ye essence tɛ k'ale la dɛ a y'a lajɛ minnu fana yira o la sisan ale filɛ charge la nin i m'a ye carburant tɛ k'ale la dɛ ale bɛ charge de a filɛ nin ye ka charge nin y'a chargeli kɛyɔrɔ de ye i m'a ye n ka cɛ an y'an tɛgɛ sigi ale fana kan yan kabako don walayi a y'a lajɛ sa mobili in kabako don walayi n ka cɛ janti ka firi de b'a kɔrɔ a ye mobili yɛrɛ ɲɛfɛla lajɛ a ka nkalon bɔ n da. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle raffinerie que le Mali veut faire. Oui, le Mali veut faire une raffinerie, vous imaginez, hein? Une raffinerie, hein? Ça, je vous dis que ça ne plaît pas. Vous savez, lorsque vous voyez l'intensification des attaques qu'il y a dans notre pays ces temps-ci, et heureusement que nos militaires répondent, hein? Nos militaires arrivent à répondre parfaitement bien. Non seulement on répond très bien, la réaction est très bonne, mais aussi on est en train d'éliminer beaucoup de groupes armés terroristes, même si les médias mainstream n'en parlent pas, les médias qu'on dit, les grands médias là qu'on dit là, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, même s'ils n'en parlent pas, mais nous, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, heureusement que lorsque certains médias, notamment européens, particulièrement français, lorsqu'ils s'acharnent contre nos pays, notamment les pays de l'AES, et bien lorsqu'ils disent oui, le GNIM est venu, il a fait ci, il a fait ça, et bien nous aussi, on arrive à montrer des images sur nos canaux WhatsApp, nos canaux Telegram, et on arrive à en parler sur Facebook, etc., sur YouTube. Et grâce à cela, ça fait que ceux qui regardent l'opinion africaine arrivent à comprendre que bon, tout ce qui se dit dans ces médias-là, ces médias dits mainstream, ils arrivent à comprendre que tout ce qu'ils disent n'est pas vrai. Les gens arrivent à comprendre et il y a une certaine compensation. Et aujourd'hui, il y a comme une espèce de bataille de l'opinion. Ces médias-là, tels que Jeune Afrique, RFI, France 24, LCI, etc., ils ont vraiment compris qu'ils ne font plus le poids. Ils ont compris qu'ils ne font plus le poids. Ils ont compris que l'audience africaine écoute plutôt ce qui est dit sur les réseaux sociaux, par les acteurs, par les gens qui sont présents dans le pays, que d'écouter quelqu'un qui est à 5000, 6000, 7000 km, qui va s'asseoir, dire qu'il a téléphoné à quelqu'un. Des fois, moi, ça me fait rire lorsque j'entends France 24 ou RFI dire que oui, il y a un officier supérieur malien qui a dit ça, on a appelé des civils qui ont dit ceci, qui ont dit cela, de Wagner ou bien de l'armée malienne ou de l'armée burkinabé, ils ont dit ça de l'armée nigérienne. C'est vraiment des histoires. Mais heureusement que les gens commencent à comprendre, heureusement que les gens vont chercher les informations sur le terrain directement. Nous sommes sur le terrain, on n'a pas d'intérêt à vous mentir. On a des soldats qui sont blessés, c'est vrai, c'est pas facile. On va pas vous blaguer, hein. Il y a des soldats qui sont blessés, il y a des soldats qui meurent, on va pas vous blaguer. Il y a des fois, il y a des soldats qui sont pris en otage. Ça arrive, il y a des militaires, ça arrive.
Tout comme on a fait beaucoup d'otages, on a pris beaucoup de gens du GNIM, on en a beaucoup compris. Mais l'armée ne va pas s'amuser avec, en communiquant en disant oui, nous avons 500 mecs du GNIM, nous avons 300 mecs du GNIM, non. Mais nous le savons. Nous le savons. Et sachez que ce que nous vous disons, c'est la vérité. Le problème de ces médias mainstream, de ces médias européens, notamment français, comme vous le savez, vous avez déjà vu des généraux français sortir à la télé, dire qu'il faut que la France revienne, l'Europe revienne coloniser l'Afrique. Vous entendez des choses comme ça. En 2025, qu'on dise des choses comme ça, c'est incroyable. Une fois, j'ai entendu, je crois, un colonel du renseignement français sur LCI dire que puisque le Niger a décidé de dégager l'ambassadeur, eh bien, que ceux qui vont faire maintenant, eh bien, que le Niger est plus facilement déstabilisable, que maintenant que toutes les voies sont ouvertes, toutes les vannes sont ouvertes pour déstabiliser maintenant le Niger. Vous imaginez ça un peu, des choses comme ça qu'on dit de manière crue. Bon, c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Et nous le savons. Et nous continuons pour cette lutte-là. Nous continuons pour informer les peuples africains parce que c'est la bataille de l'opinion qu'il y a. Et d'ailleurs, l'émission d'aujourd'hui qu'on va faire, c'est par rapport à Wassim Nasr qui répond. Wassim Nasr, il essaie de répondre carrément, c'est-à-dire l'armée malienne, en disant que le GNIM a répondu l'armée malienne. Vous imaginez un petit peu, c'est-à-dire on a quitté le domaine de l'information. Ce n'est plus de l'information que Wassim Nasr il donne. Non, maintenant il répond. Il dit, ah non, l'autre jour, l'armée malienne a dit que dans la région de Sikasso, Koutiala, à Mahou, il y a eu une attaque, que l'armée malienne a dit qu'on a procédé à des bombardements, l'aviation a procédé à des bombardements. Il dit, mais que c'est pas vrai, que parce que les terroristes ont envoyé des images. Et que... donc vous imaginez un peu, il essaie de répondre l'armée malienne maintenant. Donc ce n'est plus, je cherche des informations pour informer les gens qui nous écoutent, non. Maintenant, c'est des réponses. Vous avez dit ça, je dis ça. Et lorsqu'il est sorti aussi pour dire que l'armée malienne, que les drones de l'armée malienne n'avaient plus de bombes, n'avaient plus de munitions, que parce que nos factures, on ne les paye pas. Mais quand il dit ça, nous, ça nous fait rire. Parce que lui, il ne sait pas que nous sommes conscients du fait que l'Afrique est plus riche que la France. C'est-à-dire, s'il y a un pays qui peut manquer de munitions aujourd'hui, la France peut plus facilement manquer de munitions que nous. Parce que nous, on a plus d'argent qu'eux, on a plus de moyens. C'est-à-dire, on ne se rendait pas compte de notre richesse, c'est vrai. Et même parfois, quand on se rendait compte de notre richesse, on avait un problème. Il fallait posséder réellement sa richesse. C'était difficile de posséder sa richesse nationale. Parce qu'il fallait d'abord commencer par se posséder soi-même. Nous, on ne se possédait pas nous-mêmes. La plupart des dirigeants qui sont passés le savaient. Ils savaient que pour se posséder soi-même, c'était un problème. Comme le disait l'autre, l'Afrique a eu son indépendance, mais l'Afrique n'est pas libre. Donc c'est ça. Et lorsqu'on s'est rendu compte de cela et qu'on a commencé à se posséder soi-même et posséder nos ressources naturelles, mais on sait que nous, on peut payer en or. On peut payer en or, M. Wassim Nasr. Si vous ne le savez pas, l'autre jour, l'armée malienne est partie sur le site de Barrick Gold. Barrick Gold qui a d'énormes difficultés avec l'État malien, je ne vais pas rentrer dans ce dossier-là, mais lorsque nous sommes partis, l'hélicoptère s'est posé dans la mine. Les tonnes d'or qu'il y avait là-bas, nous le savons. Et les tonnes d'or qui sont déposées là-bas, nous en savons quelque chose. Si l'armée malienne veut, on peut prendre cet or-là pour payer des munitions, pour payer des drones, pour payer ce qu'on veut payer. Mais lorsqu'on parle de pays qui n'a pas de munitions, vous vous rappelez tous, vous qui regardez cette émission-là, je pense que vous vous rappelez tous, lorsque Zemmour, il y a un monsieur en France qui s'appelle Éric Zemmour, là, il était sorti une fois, il a dit que lui, il faut que vraiment on réforme l'armée française, parce que l'armée française est partie faire la guerre en Libye, ils sont partis pour 7 mois, la guerre elle a duré 7 mois, et il dit qu'au bout de 24 heures, 72 heures, au bout de 2-3 jours seulement, l'armée française avait tiré tout ce qu'elle avait, toutes les munitions qu'elle avait, toutes les armes qu'elle avait, ils ont tout tiré. Il n'avait plus de munitions au bout de 3 jours. Je crois que moi-même, j'ai ajouté 2 jours. Je crois qu'il avait dit 24 heures. Je ne me rappelle plus très bien, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Éric Zemmour, il avait dit qu'au bout de 2-3 jours, l'armée française avait tout tiré. Toutes les munitions qu'ils avaient, ils avaient tout tiré. Et c'est l'armée américaine maintenant qui leur donnait maintenant des munitions, des bombes, etc. Alors si un pays doit manquer de munitions, c'est pas nous. Alors lorsqu'il a dit que nos drones n'ont plus de munitions, que parce qu'il y a des camps qui se font attaquer et sur le plan aérien on n'intervient pas, et bien lorsqu'il a dit cela, et le même jour, 2-3 jours après, le lendemain à peine, et dans les 2-3 jours qui ont suivi, on a fait plein de bombardements.
D'ailleurs, Wassim Nasr, il les a comptés. Il dit qu'il y a eu au moins 8 bombardements qu'on a eu à faire. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah non, 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 écoutez, les bombardements qu'ils ont eu à faire, c'est des civils qu'ils ont tués. C'est des femmes et des enfants, et puis les vieillards qu'ils ont tués. Il dit que nous avons tiré de manière aléatoire sur des cibles comme ça. Vous voyez un petit peu la mauvaise foi de M. Wassim Nasr qui dit qu'on a tué des civils, comme si lui il était sur le terrain, comme s'il le voyait, comme s'il savait qui on avait bombardé. Vous voyez, des choses comme ça. Hein? Parce qu'il ne veut pas simplement dire qu'on a bombardé ses collaborateurs du JNIM. Parce que ce sont des collaborateurs pour nous, nous le savons, ce sont des collaborateurs, ils collaborent ensemble. Vous voyez. Alors après, il dit, bon, écoutez, même s'ils ont des munitions, bon, ils n'en ont pas beaucoup. Vous voyez un petit peu. Donc, parce que c'est son souhait. Parce que c'est toujours comme ça qu'ils ont procédé avec nous. Ils se sont toujours arrangés à faire en sorte que nous ne puissions pas nous armer. Ils ont tout fait pour qu'on ne puisse pas s'armer. L'Union européenne a toujours contribué à cela. Oui, ils ont toujours contribué à faire en sorte que nous ne puissions pas nous armer. Et à chaque fois qu'on avait la possibilité de passer par des chemins et d'autres pour avoir des armes, ils les bloquaient. Je crois que le président malien l'a toujours dit, l'ancien président malien, Feu Ibrahim Boubacar Keïta. Je pense que Roch-Marc Christian Kaboré l'a dit aussi une fois. Je pense que la plupart de nos chefs d'État le savent. Il y a beaucoup de chefs d'État qui sont trop dans le système. Ils sont trop dans le système, ils ne peuvent pas sortir du système, ils ne peuvent pas sortir du carcan dans lequel ils sont. Mais j'ose espérer qu'un jour, leurs peuples vont les obliger à sortir de cela. Alors, on va parler de cela. Mais juste avant que je ne parle de cela, je vais juste vous donner quelques informations du Mali. Sachez que le lundi qui vient, le lundi 16, le président malien va procéder à la pose de la première pierre, donc de la première brique, hein, c'est ça, de la raffinerie du Mali, raffinerie d'or du Mali. C'est quelque chose de magnifique. Ces images-là, on va les partager avec vous, Inch'Allah. La société malienne, en fait, disons, on va dire, l'État malien s'est associé à une société russe qui s'appelle Yadran. Yadran, et l'État malien possède 62% de cette nouvelle raffinerie d'or, et la société russe Yadran possède 38%. Et cette raffinerie-là, elle aura une capacité de 200 tonnes. C'est ça, c'est 200 tonnes, c'est ça, 200 tonnes d'or quand même, hein, 200 tonnes d'or par an, c'est ça. Et puis, cette société-là, elle va recruter des gens. Et puis, ça va se faire en zone aéroportuaire, au niveau de la zone aéroportuaire. Et il va y avoir aussi on va dire, des partages de compétences. Hein. C'est-à-dire, les Russes vont s'arranger à ce que les Maliens puissent maîtriser cet outil-là. Donc on appelle ça transfert de compétences. Voilà, il va y avoir des transferts de compétences, et imaginez un petit peu, hein, lorsqu'on vous dit que un pays africain, notamment le Mali ou le Burkina Faso, le Niger, veulent faire une raffinerie d'or. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut intensifier les attaques. C'est ce que ça veut dire. Lorsque certains pays entendent que le Mali, le Burkina ou le Niger veulent faire des raffineries d'or, raffineries de bauxite par exemple pour la Guinée, etc. Alors, c'est des attaques. Ils vont intensifier les attaques. Pourquoi ils vont le faire? Parce qu'ils vont se dire non, c'est pas possible. Parce qu'ils savent ce qui vient. Ils savent que nous avons l'intention de contrôler tout l'or qui est produit dans notre pays. Tout l'or produit à l'échelle nationale. On veut que ça passe dans cette raffinerie. Comme ça, tous les autres minéraux qui vont découler de cette... qui vont sortir, découler de ces terres, eh bien, que ce soit l'or, que ce soit, on va dire, le palladium, que ce soit le platinium, que ce soit l'argent ou d'autres métaux, eh bien, tous ces métaux-là, eh bien, ça va bénéficier au peuple malien. Ça va bénéficier au peuple malien. Et ça, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent pas de ça. Et ils savent qu'après, on va stocker de l'or. On va avoir 500 kilos d'or, 1000 kilos d'or, 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. On va avoir plusieurs milliers de tonnes d'or déposées quelque part ici au Mali.
ainsi qu'au Burkina, ainsi qu'au Niger. Et une fois qu'un pays commence à stocker de l'or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te prend au sérieux. On te prend très au sérieux. Et tous les pays du monde vont te prendre au sérieux. Et ça, ils ne veulent pas de ça. C'est pour ça qu'ils intensifient les attaques, parce qu'ils veulent pas de ce projet. Vous avez vu, il y a l'autre jour, Wassim Nasr, il est sorti avec Julien Fanchini, les deux journalistes, les deux plaisantins de France 24, qui jouent un jeu de rôle. Eh bien, ils ont annoncé que le JNIM dit qu'il veut maintenant mettre un gouvernement en place au Mali ici. Vous imaginez un peu? Vous imaginez de telles revendications? Les mêmes revendications que les dirigeants français, hein, les mêmes revendications que les dirigeants européens, qui disent que non, il faut que ce gouvernement s'en aille, il faut un nouveau gouvernement. Les mêmes revendications que la CEDEAO à l'époque. Maintenant, la CEDEAO, elle a cessé. Hein? Vous imaginez un petit peu? Des groupes armés terroristes qui disent qu'ils veulent changer de gouvernement, qu'ils veulent un nouveau gouvernement ici. Leur objectif, on connaît leur objectif, c'est le maximum possible déstabiliser nos pays en tuant le maximum possible de populations ou encore de militaires. Ils savent que lorsqu'on tue beaucoup de militaires, eh bien, ça va jouer sur le moral des troupes, parce que dans l'armée, les gens, c'est des camarades de promotion, les gens auront l'information ici et là, et ça va les énerver, et puis voilà, leur objectif, c'est que l'armée se rébelle contre le pouvoir en place, et voilà, et fasse chuter ce régime, et évidemment à travers la population, qui est plus sensible. Donc, ils veulent jouer sur cela, c'est pour cela qu'ils veulent, ils sont en train de tout faire pour tomber sur la plupart de nos camps, mais voilà, c'est même pas sur les camps qu'ils tombent comme ça, hein. C'est plutôt les postes. Vous savez, nous avons les postes de quelques hommes à chaque fois qu'ils se rendent compte que nous avons un poste de, on va dire, de 50 bonhommes, 100 bonhommes, 200 bonhommes quelque part, eh bien, ils viennent à 400, 600 personnes contre ces gens-là. Ah oui, leur technique, c'est de venir en surnombre. Ils viennent toujours en surnombre, de manière à ce qu'ils ne puissent pas échouer. Ils viennent 2, 3 fois plus nombreux que vous. Évidemment, ils arrivent à vous compter, à vous comptabiliser, à savoir comment vous êtes, etc. Parce qu'ils bénéficient de beaucoup de complicité. Ils arrivent à savoir combien vous êtes. Ils arrivent à savoir comment vous êtes au niveau de ces postes-là. Et puis, ils viennent 2, 3 fois plus nombreux. Et puis, ils ont évidemment beaucoup d'armes. Hein. Ils ont des 12-7 sur les motos, ils ont des 12-7 sur les voitures, ils ont des 14.7, un truc comme ça. Je ne connais pas très bien les armes militaires. Ils ont des PKM, des pistolets mitrailleurs aussi simples comme des PKM. Ils ont tout type d'armes. Hein. Ils ont des lance-roquettes, etc. Ils ont des drones kamikazes et tout. Donc, ils viennent avec ça. Déjà qu'ils sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus nombreux que vous, eh bien, ils ont beaucoup de chances de pouvoir éliminer beaucoup de gens parmi vous. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, les dirigeants maliens savent ce qu'ils vont faire. Hein. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Le mieux, c'est de rassembler les hommes, même s'il faut laisser quelques petits postes. Hein. C'est de les rassembler tous, former des GTIA. Comme ça, lorsqu'on a 500, 600 hommes qui sont dans un camp, c'est difficile de prendre ce camp-là. Et leurs plans vont échouer. Hein. Et voilà. Alors, pour revenir à l'or, on va parler de l'or, de cette raffinerie-là dans la pose de la première pierre doit se faire le lundi 16 juin. Ça va beaucoup rapporter à l'État malien, ça va faire beaucoup d'argent effectivement. Alors l'investissement pour faire cette raffinerie-là, c'est 10 milliards de francs CFA, c'est ça. Et comme je vous le dis à l'instant, l'État malien 62%. Et les Russes 38%. Et franchement, c'est quelque chose qui va faire du bien au Mali. Et la raffinerie sera au niveau de la zone aéroportuaire. Quand on sait qu'il y a des pays, par exemple, qui n'ont même pas d'or, qui n'ont pas d'or chez eux, mais qui ont des tonnes et des tonnes d'or dans leurs réserves. Par exemple, lorsque vous prenez des pays comme la France, qui a quelque chose de 2400 tonnes d'or, on ne sait pas, hein, on n'a jamais vu quelqu'un retirer de l'or en France là-bas. Hein. Quand on prend des pays tels que l'Italie, qui a aussi dans les 2400 tonnes d'or, ou l'Allemagne qui a dans les 3000 et quelques tonnes d'or, je ne sais pas, en Allemagne, moi j'ai pas vu, je ne sais pas s'ils ont les mines d'or là-bas, mais moi je ne crois pas. Hein. Donc nous qui sommes les pays qui avons de l'or, il faut vraiment
s'y mettre. Et puis maintenant, bon, ça c'était par rapport à l'or. Maintenant, par rapport... le Conseil des ministres aussi est favorable à ce que le président Goïta fasse 5 ans, hein, comme les assises l'avaient demandé. Et donc, les concertations qu'il y avait eu dernièrement, le Conseil des ministres est favorable. Maintenant, c'est le CNT qui doit passer à l'action pour exécuter cela. Alors, par rapport à l'or, on va rapidement écouter le ministre de l'économie et des finances. C'est lui qui était en charge de ce dossier, c'est lui qui a travaillé dessus de manière acharnée pendant plusieurs mois avec les membres du CNT. On va l'écouter rapidement pour que vous puissiez avoir quelques détails venant de leur bouche à eux, ok? Deuxième texte, ça concerne la création de la société de raffinage d'or du Mali. Comme vous le savez, le Mali est un pays qui regorge beaucoup de potentiel en or. Et comme vous le savez, depuis les assises nationales de la refondation, il a été décidé par les Maliens qu'il faut que l'or brille pour les Maliens. Cela a conduit à prendre beaucoup de décisions. D'abord, la relecture du code des mines, l'inscription de la loi sur le contenu local, les réformes au niveau du ministère de l'énergie et du ministère des mines, les réformes au niveau du ministère de l'économie et des finances et beaucoup d'autres actions qui sont en cours pour nous permettre d'avoir un contrôle et d'avoir en tout cas cet or qui brille pour le Mali. C'est dans ce cadre qu'il a été également décidé qu'il faut qu'il y ait une unité d'affinage d'or au Mali. C'est pourquoi l'article 25 du Code minier précise clairement que l'or qui doit être exporté du Mali doit être de l'or raffiné. Donc ce qui nous oblige aussi donc, à créer une unité. Nous sommes allés avec le parti. Oui, ce sont les textes qui le disent. Les textes du Mali disent que l'or qui sort du Mali doit être de l'or affiné. Il faut une raffinerie pour affiner l'or. Et voilà. Et donc, il faut respecter les textes. Ça veut dire que tout l'or à l'échelle nationale qui va sortir du Mali doit passer par cette raffinerie-là. C'est important. C'est important, pourquoi? Parce que toutes les substances qui vont en découler, tous les minerais qui vont en découler, ça c'est pour le Mali. Voilà. Avec lequel nous avons accordé 38% du capital de la société et l'État a conservé 62% du capital de la société. Là, c'est important de comprendre que l'État malien va avoir 62% de la société de raffinerie d'or du Mali, donc la Soroma, et les Russes vont avoir 38%. C'est important. Parce qu'il faut nécessairement avoir ce partenariat pour pouvoir avoir une technologie de traitement de l'or qui ne coule pas les rues. Il fallait trouver un partenaire crédible qui a déjà des unités d'affinage installées un peu partout dans le monde et qui va vraiment nous permettre plus facilement d'avoir également donc, la certification de notre unité d'affinage. Donc l'or qui va sortir de cette unité doit pouvoir être facilement... Là, il a dit un mot qui est très important. Qu'il faut se mettre avec des partenaires très sérieux et très crédibles. Des partenaires qui ont de l'expertise, des gens qui connaissent travailler l'or. Voilà. Parce que il faut la certification de cette raffinerie-là. Vous savez, quand on dit certification de cette raffinerie d'or, moi, ça me fait penser à la certification de l'or du Mali. Vous savez, je ne connais pas très bien le domaine de l'or. Il y a beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui sont dans les mines d'or, qui sont des experts. À chaque fois, quand je finis mes émissions, ils m'appellent, ils me disent, bon, Ibou, voilà. Ils me donnent des explications et je les apprécie. Je salue M. Traoré au passage, M. Mamadou Traoré. Alors, ce que je veux dire, lorsqu'on vous dit que votre or, votre raffinerie va être certifiée, ça veut dire que l'or qui va sortir de là-bas va être certifié aussi. Et dès l'instant que votre or arrive à être certifié et reconnu mondialement, waouh, ça fait beaucoup d'argent. Ouais, ça va être très bon pour l'économie. Mais imaginez des pays tels que, je sais pas quoi, il y a des pays tels que l'Italie, la France, qui ont plus de 2400 tonnes d'or. Ils n'ont pas de mines d'or. Moi, je sais pas, S'ils ont des mines d'or, là, mettez dans les commentaires. Est-ce qu'ils ont des mines d'or? Mettez dans les commentaires, mettez dans les commentaires. Est-ce que la France a des mines d'or là-bas, là? Ou l'Italie, là? Est-ce que l'Allemagne qui a plus de 3000 tonnes d'or, là, l'Allemagne a des mines d'or là-bas? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je sais pas, hein, c'est les réseaux sociaux. Hein. Je sais pas quoi. Mais des pays miniers, des pays qui détiennent, qui regorgent des tonnes, mais qui regorgent des mines. Nous avons des mines. Des mines. Les mines, c'est pas rien. C'est pas quelqu'un qui a 1 tonne, 2 tonnes. C'est des mines, carrément.
on n'a même pas, on peut même pas vous montrer quelque part un endroit ici au Mali là, où on a de l'or stocké là-bas. De l'indépendance à aujourd'hui. Mais c'est grave. C'est grave. Donc, franchement, ce que M. le ministre il est en train de dire, c'est bien. Parce que dès l'instant qu'on arrive à faire du Mali une plaque tournante de l'or avec la certification, parce que la certification, ça permet de faire de votre pays, de votre or, eh bien, une plaque tournante de l'or mondial. Vous n'avez pas vu, il y a les Émirats Arabes Unis qui sont là. Hein? Les Émirats Arabes Unis, là, ils sont là, non? Vous savez pourquoi ils sont là? Les Émirats Arabes Unis, en fait, c'est des gens qui arrivaient à profiter de l'or malien sans passer par l'État malien. Bah oui. Ben, ils arrivaient à avoir de l'or, ben, puisque l'or, il n'y avait aucun contrôle, ça sortait comme ci, comme ça. Dans les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, Dubaï, vous savez que ce sont les plaques tournantes mondiales de l'or, hein, comme on le dit. Mais comme ça, c'est la Mecque de l'or. Donc il y a de l'or là-bas, voilà. Donc, mais lorsque les Émirats ont compris que bon, c'est bon, attention, les Maliens là, il y a des gens qui sont maintenant au parfum des choses, il y a des gens qui sont conscients et courageux, qui ont décidé de prendre les choses en main, de contrôler leur or. Donc les Émirats ont dit, attendez, au lieu de passer par les chemins tortueux, les chemins bizarres là pour avoir de l'or, mieux vous traiter directement avec l'État malien. Mieux vous traiter directement avec l'État malien. Donc on s'est donné la main, on est en train de traiter. Nous, on aime les gens comme ça. Certifié, il doit pouvoir facilement se vendre dans le monde. C'est ainsi que nous avons... Vous avez entendu, lorsque le ministre dit qu'une fois qu'on a une raffinerie qui est certifiée, lorsque nous avons fait évidemment l'or qui est certifié, eh bien c'est plus facilement vendable. Ça peut se vendre plus facilement. Et voilà, et c'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire que bah, certains ne seront pas contents. Il y en a qui ne seront pas contents. Voilà. Et avec cette société russe, il y a un partenariat. Donc eux, ils vont avoir 38% du capital et l'État du Mali 62%. Nous avons bénéficié de 5 hectares en zone aéroportuaire et ça va être le site. Donc ça va se faire dans la zone aéroportuaire. Il y a un site là-bas dont on a bénéficié, 5 hectares. Et c'est là-bas que les choses vont se faire, la raffinerie va se faire. Ça c'est important, zone aéroportuaire. Sur lequel on va réaliser cette unité d'affinage qui va employer à peu près 60 emplois, 60 personnes directement, mais qui va également générer beaucoup d'activités économiques autour. Parce que oui, ça c'est vrai. En tout cas, bon, ils disent qu'il y a 60 personnes qui seront recrutées là-bas, qui vont travailler là-bas, c'est bien. Mais il y a beaucoup d'autres activités qui vont se faire à côté de cela. Beaucoup d'autres activités qui vont se faire à côté. Bah, évidemment, même la dame qui va venir vendre devant la porte peut-être, ou bien qui va vendre en face, et qui va amener sa table et puis vendre de la nourriture pour les employés ici et là, les restaurants qui vont s'ouvrir, ceux qui vont là, ça va faire de l'emploi. Beaucoup d'autres choses. Donc toutes ces activités vont permettre donc de relancer une activité économique autour. Nous avons estimé que le temps de retour sur l'investissement est de 2 ans et demi. Ça veut dire que l'investissement qui va être réalisé, qui est à peu près de l'ordre de 10 milliards de francs CFA, sera totalement remboursé en 2 ans et demi, tellement que Alors ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'en 2 ans et demi, on va rembourser tout. Ça veut dire que les Russes qui vont investir, hein, ils vont investir 10 milliards de francs CFA pour faire la raffinerie, mais en 2 ans et demi, on a tout remboursé. Voilà. Donc quand tu rembourses tout, bah, après, voilà, l'argent te revient, tu as plus d'argent, et voilà. Et ça c'est une bonne chose. Hein. Cette unité va être rentable. Nous attendons sur les 4 premières années à venir, qui est la période sur laquelle nous avons mené les études, à un résultat bénéficiaire de 20 milliards de francs CFA. Et nous avons également le bénéfice d'avoir un taux de rentabilité interne qui est de 173%. Et par ailleurs, il faut signaler que l'un des avantages que nous allons avoir en mettant cette unité d'affinage ici, c'est que l'or, le minerai d'or, s'accompagne toujours d'une quantité de minerais d'argent et d'autres substances. Et malheureusement, quand on fait raffiner notre or en Afrique du Sud ou ailleurs, les substances qui sont greffées ne sont pas forcément tous retracées dans les bulletins qui nous sont retournés pour que nous puissions les taxer. Mais aujourd'hui, il est certain que nous attendons à peu près dans un minerai donné à avoir 90% d'or et 10% d'argent. Et vous savez que tous les produits miniers qui vont sortir d'une usine de production d'or seront taxés à 50% parce que c'est des super profits. Parce que l'investisseur a investi pour exploiter de l'or et tous les calculs qui ont été faits, toutes les taxes qui ont été adoptées ne l'ont été que sur une production d'or. Donc s'il se trouve qu'il y a d'autres minéraux qui sortent à côté, on les considère comme des super profits.
au regard du code minier actuel, et on a une taxation de l'ordre de 50%. Donc voilà à peu près le contenu. Voilà, donc globalement, c'est ça. Je pense que vous avez compris, globalement, c'est ça. En tout cas, on souhaite bon vent au Mali, on souhaite que ça se passe bien, on souhaite que tout se passe très très bien. Voilà. Maintenant, on va passer dans la deuxième partie de notre émission où on va répondre au Wassim Nasr et les gigolos qui sont sur leur plateau. Voilà, on va écouter les plaisantins. Et je vous informe aussi que l'autre jour, je vous avais dit, c'était dans la version Bambara, je vous avais dit que les services de renseignement français recrutent des journalistes. Ils recrutent des journalistes, ils recrutent des médias. Il y a des médias qui sont sous le contrôle de l'État français. Parce que quand tu es sous le contrôle de l'État français, pour nous, tu es sous le contrôle des services de renseignement et de tout ceci. Comme on le dit chez nous, c'est la même chose. Parmi les journalistes, nous savons qu'il y a monsieur, il y a l'autre, il y a Wassim Nasr, il y a Serge Daniel, il y a Julien Fanchouli. Vous savez, le monsieur que vous voyez comme ça, l'Italien qui est là comme ça, qui est avec Wassim Nasr sur le plateau à chaque fois, il joue un jeu de rôle. Et il y a aussi, il y a une dame là, Niagale Bakayoko là aussi, qui passe son temps aussi à dire des bêtises. Hein, elle passe son temps à taper sur la Russie, sur le Mali, etc. De temps en temps, lorsque la pression est très forte, elle essaie de bien parler du Mali. J'ai un élément que j'ai vu sur elle aussi, il va falloir qu'on dise quelques mots sur cela. Voilà, on va écouter et puis répondre coup par coup à Wassim Nasr. Les attaques se multiplient à travers le pays et là on va voir sur une carte les attaques donc à partir du 1er juin. Et là on parle des attaques, donc toutes les attaques sont du JNIM qu'on a cité, sauf Tessit, c'est une attaque de l'État islamique et on voit que il y a eu 2 attaques quand même dans les faubourgs de Bamako, on y reviendra. On va juste voir d'abord une image de la base de Tessit, donc contrôlée par l'État islamique et c'est important de le dire parce qu'on parle de plus de 40 morts, donc reprise d'activité de l'État islamique dans le secteur de Gao et le contrôle de cette très importante base. Bon, je vous dis que ils disent que le JNIM ou bien ils disent que l'État islamique a pris le contrôle de la base de Tessit. Vous savez, quand il dit par exemple qu'on parle de 40 morts, il dit qu'on parle de 40 morts. Hein, il faut écouter. Je vais juste revenir sur cette partie-là et pour que vous puissiez vraiment écouter. Écoutez bien. La base de Tessit, donc contrôlée par l'État islamique, et c'est important de le dire parce qu'on parle de plus de 40 morts. Donc... Voilà. Quand quelqu'un vous dit qu'on parle de plus de 40 morts, vous savez que cette personne n'a pas parlé avec précision. Quand on dit on parle de 40 morts, on parle de plus de 40 morts, ça veut dire qu'il ne sait pas exactement. Et il dit qu'on parle. Qui parle? Qui dit qu'il y a 40 morts? Est-ce que c'est l'État malien? Qui est sur le terrain là-bas? Qui sont sur le terrain dans le camp de Tessit? Qui est là-bas? C'est l'armée malienne qui est là-bas. C'est l'État malien qui est là-bas. Vous voyez, c'est eux qui sont là-bas. C'est eux qui peuvent prendre le temps de compter, dire « Ah, voilà, la bataille, elle est terminée. Maintenant, plus personne ne tire. On va compter maintenant, voilà, 1, 2, 3. Ça, c'est les morts du côté des groupes armés terroristes. Ça, c'est les morts et blessés du côté de l'armée malienne. Et voilà, c'est seul eux. Seul celui qui détient, qui maîtrise, qui a le contrôle du terrain, de l'endroit, de cette emprise, c'est cette personne qui peut compter. Mais lui, il dit, on parle de 40 morts, on parle de plus de 40 morts. Mais il n'a aucune précision, il ne sait pas. Parce que les gens qu'ils envoient, les gens qui nous envoient, hein, pour attaquer l'armée malienne, ces gens-là, lors de la bataille, ils ne peuvent pas compter. Ils ne peuvent pas dire non, attendez, on a arrêté la bagarre pendant quelques minutes, on a arrêté la bataille, on a compté les morts. Non, c'est pas possible. Hein? Ils se battent, ce sont des combats qui se passent, ils ne peuvent pas savoir exactement. Donc c'est pour vous dire que seule l'armée malienne détient les véritables chiffres des blessés et des morts côté amis et des blessés et des morts côté ennemi. Mais l'armée malienne, depuis un certain temps, a une stratégie. C'est de ne pas communiquer sur le nombre de morts de manière officielle. Au niveau de l'armée le sait, l'État, le gouvernement le sait, mais voilà, il ne donne plus les chiffres parce que les chiffres étaient utilisés par des gens comme Wassim Nasr et d'autres organisations qui sont sous le contrôle de l'État français, de l'État britannique et puis de certains États mafieux européens. Et donc on a compris que ces organisations-là travaillaient avec ces chiffres-là, donc il fallait arrêter. Voilà, donc c'est pour vous dire que par rapport aux chiffres, il ne sait pas. Il ne sait pas combien il y a eu de blessés, combien il y a eu de morts.
Et l'armée malienne est la seule, il faut le dire, à savoir combien il y a de morts et blessés, parce que c'est eux qui sont là-bas. Vous savez, nous ici au Mali, lorsque le combat de Tessit s'est passé, il y a eu la bataille de Tessit. Ces groupes armés terroristes, leur technique, elle est connue. Elle est connue et je pense que l'État malien va trouver une solution à cela. Qu'est-ce qu'ils font? Les postes avancés, qui sont des petits camps, eh bien, lorsque vous avez une centaine d'hommes là-bas, 100, 200 hommes, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à 400, 500 contre ces personnes-là. Ils viennent, ils bombardent. Ils misent toutes leurs forces avec tout type d'armes. Donc, ils arrivent effectivement à défaire ce poste. Ils arrivent quand même à les déstabiliser, à blesser certains et à tuer d'autres. Il faut dire la vérité, c'est comme ça. Leur technique, c'est ça. Parce qu'ils savent que le temps que l'aviation ne vienne, le temps que le renfort ne vienne, c'est compliqué. Et puisque les hommes se battent et auront forcément des difficultés à se battre, parce que lorsque tu es face à des gens qui sont en surnombre, à 400, 600 personnes, eh bien, vous êtes 100, 150 personnes, 200 personnes, c'est beaucoup plus difficile pour vous. Oui. Mais malgré que c'était difficile pour nous, ce que Wassim Nasr ne dit pas, et vous verrez qu'il ne le dit jamais, lui ne le dit, ni le journaliste qui est sur le plateau avec lui, monsieur comment il s'appelle, monsieur Julien Fanciulli, là, l'italien, là, eh bien, il ne demande pas, en fait, ils ne vont jamais vous présenter les résultats de l'armée malienne. L'armée malienne a arrêté combien de GATS, de groupes armés terroristes? L'armée malienne a tué combien de terroristes? Ça, ils ne le disent pas. Ils vont juste vous dire, ah, oui, Tessit a été attaqué, le camp a été attaqué, l'État islamique a pris le contrôle, et puis voilà, c'est tout. Ils se limitent à ça. Mais ils ne vont pas vous dire, ah oui, l'armée a répliqué, l'armée a eu le temps de se réorganiser, ils ont répliqué, et ils ont pu tuer tant de personnes. Nous, on a vu les corps des terroristes qui ont été tués à Tessit. Et on les a mis tous sur le groupe Telegram, les groupes WhatsApp. Tout le monde, l'opinion a vu déjà. L'opinion a vu que l'armée, pour un départ, c'était un peu compliqué pour l'armée, mais l'armée a pu se réorganiser. La flotte aérienne a pu venir. Il y a eu beaucoup de bombardements et on a tué beaucoup de gens parmi ces terroristes-là. Mais eux, ici, ils ne vont pas le dire. Mais nous, on vous le dit. Vous voyez. D'accord, donc on va avancer. Reprise d'activité de l'État islamique dans le secteur de Gao et le contrôle de cette très importante base de l'armée malienne de Tessit. C'est-à-dire, je vous dis que l'État islamique ne contrôle pas cette base-là. Il ne contrôle pas cette base-là. Ça, je vous le dis de manière assurée. Voilà. Ils ont été éliminés et puis ils ont fui. Ceux qui ont pu fuir. Voilà. Il y a eu dans le communiqué, si vous voulez, je peux vous sortir le communiqué même, pour être beaucoup plus précis. Voilà, je vous sors le communiqué de l'armée malienne qui est là. L'état-major général des armées informe l'opinion que suite à l'attaque terroriste perpétrée hier, mercredi 4 juin, donc c'était le 4 juin 2025, contre le poste de sécurité de Tessit. Donc c'est un poste de sécurité à Tessit. Les FAMA ont procédé à l'évaluation et à l'évaluation de la situation, vous voyez, qui se présente comme suit. 41 corps de terroristes abandonnés sur le terrain. Plusieurs corps et blessés emportés par les GATS. Un chef terroriste nigérien du nom de Mamadou Akilou et 4 de ses lieutenants se trouvent parmi les morts. Abandonnés de Tessit. L'exportation des frappes aériennes se poursuit. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu. Il y a eu, ce jour-là, 41 morts. 41 morts. Et c'était un poste qu'ils ont attaqué. Vous savez, quand on dit un poste, il faut savoir que les postes, c'est généralement des endroits où une compagnie, 2 compagnies. En fait, ils savent que c'est extrêmement facile pour eux de mobiliser 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de monde pour venir. Ah, ouais. Et là, je pense que l'État va trouver des solutions à des choses comme ça. Hein? À mon avis, si moi, on me posait la question de ce qu'il fallait faire, pour moi, c'est juste qu'il faut supprimer certains postes. C'est vrai qu'il faut être présent sur le terrain, il faut être présent il faut être présent militairement, mais l'armée a plusieurs manières d'être présent militairement. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir 100, 200 hommes, quelque part forcément. On peut avoir l'aviation qui va contrôler, les drones peuvent contrôler, les bombardiers qu'on peuvent contrôler,
Comme ça, ces hommes-là peuvent tous se rassembler quelque part pour avancer sûrement. Parce que leur objectif, tout le monde le sait, c'est d'essayer de tuer le maximum de militaires pour que les militaires se révoltent contre le pouvoir. Et pour éviter cela, l'une des meilleures solutions, c'est de regrouper les postes, hein, c'est de supprimer quelques petits postes, hein, voilà, de les regrouper, former de gros JTIA, groupes et tactiques interarmes, comme ça, là c'est plus facile à gérer, quoi, hein. Et puis comme ça, l'aviation peut être présente dans certains endroits, parce qu'il y a beaucoup d'espace de notre territoire où l'aviation contrôle. Là, on voyait donc, là il y a eu 41 morts à Tessit, et ça c'est la vérité. Hein, on va continuer à écouter ces plaisantins-là. Au JNIM, donc 2 attaques dans les faubourgs de Bamako. On a des photos donc d'une attaque de fourgons, des centaines de millions de francs CFA ont été dérobés, à peu près 300 000 euros. Maintenant, ça, je ne vais pas commenter ça parce que il a montré des biais. Il dit qu'il y a un fourgon qui a été attaqué, un fourgon de transport de fonds. Bon, écoutez, les fourgons de transport de fonds peuvent être attaqués par tout le monde, hein. Mais moi, le problème que moi j'ai avec ça, ici, il dit que c'est le JNIM qui dit qu'il a attaqué le fourgon. Bon, je sais pas, donc le JNIM il parle avec lui. Le JNIM lui parle. Donc le JNIM va attaquer un fourgon. Ils vont lui dire, Monsieur Wassim Nasr, nous on a attaqué un fourgon. Alors que le fourgon, il peut être attaqué par n'importe qui. Il peut être attaqué par, je vais dire, par des bandits, par des braqueurs. Mais non, lui, il dit que c'est le JNIM qui dit qu'il a attaqué. Donc le JNIM est en collaboration directe avec lui. Le JNIM, même lorsque certains éléments du JNIM vont boire de l'eau dans une rivière, il appelle, ah Wassim, nous sommes en train de boire de l'eau dans une rivière ici. Vous voyez un petit peu, hein. Propriétaire, et la SATAM qui n'est pas une société gouvernementale, mais on ne sait pas cet argent liquide à qui il était destiné. On sait surtout que le JNIM a aujourd'hui ce pactole de à peu près 300 000 euros entre les mains. Voilà, donc vous imaginez un petit peu que c'est le JNIM qui lui dit cela. C'est pour que vous puissiez comprendre la proximité entre eux. C'est le JNIM qui lui dit, ah voilà, nous avons bombardé un camion, là, un camion de transport, c'est-à-dire un engin de transport de fonds. C'est vraiment... Regardez les images de Mahou. Et pourquoi c'est intéressant, c'est ce dont vous parlez à Sikasso, c'est une base importante qui a été prise par le JNIM. Là, on voit les plans qui sont faits à terre de manière très rudimentaire, donc c'est une sorte de plan de la base. Là, c'est l'attaque de la base qui, disons-le, est bien défendue. Il y a des SAS, à la différence d'autres attaques qu'on a vues, et on voit encore l'usage des drones civils pour monitorer les tirs et l'attaque. Donc là, par drone, ils voyaient ce qu'il y a derrière le mur, et avec les véhicules de l'armée, ils cassent le mur. Et là, pour démentir l'armée malienne, ils montrent les djihadistes qui sont de retour dans leur base, le campement de départ. Pourquoi? Parce que l'attaque de Mahou, selon les autorités maliennes, les FAMA, les djihadistes ont été repoussés et ils ont été défaits sur la route et frappés via vecteur aérien, comme ils le disent. Ceci dit, toutes les attaques que vous avez mentionnées et qu'on a traitées ici... Donc, vous voyez un peu là, maintenant, il parle de Mahou. Mahou, ça c'est dans la région de Koutchala. Parce que Koutchala est devenu une région, mais voilà, c'est dans la zone de Sikasso, parce que c'était autrefois dans la région de Sikasso. Et là, il dit qu'ils sont venus, ils ont attaqué. D'abord, ce qui ne nous étonne plus, c'est qu'il y ait les images avant les attaques, pendant l'attaque et après l'attaque. Voilà, ça c'est comme l'attaque de l'aéroport de Bamako. On se rappelle, avant qu'il y ait l'attaque au Wassim Nasr, il avait les informations, il avait les images qu'on lui envoyait en direct. Hein. Pendant l'attaque, il avait... Donc c'est de l'agression. C'est vraiment de l'agression. Ça, c'est des choses qui révoltent. C'est des choses qui révoltent parce que c'est les pays qui ont décidé. Hein. La France, nous sommes désolés de le dire. Hein. Je ne parle pas de la population française, souvent qui, pour la plupart des gens, ne savent même pas ce qui se passe. La plupart de la population française ne regarde même pas France 24, ils ne regardent pas RFI, ils ne connaissent même pas. Voilà. Donc je ne parle pas d'eux, quoi. Mais je m'adresse particulièrement à ces dirigeants français. À ces dirigeants français qui sont derrière ces attaques-là. Vous voyez, et c'est quand même dommage. C'est lâche de la part d'un État qui se dit être un État de droits de l'homme, un État qui défend certaines valeurs, et vous envoyez des groupes armés terroristes dans des pays à plusieurs milliers de kilomètres de chez vous, ils viennent, ils attaquent les gens. Ils attaquent les gens, leur objectif c'est de tuer le maximum de personnes, et vous avez des journalistes comme ça qui communiquent directement avec eux, et des gars comme ça qui reçoivent les images en temps réel,
comme si nous ne savions pas comment ça se passait. Nous savons qu'entre ce journaliste et ces groupes armés terroristes, il est souvent en contact avec certains sur le théâtre d'opération, mais on sait qu'il y a les services de renseignement qui sont entre eux, qui envoient les images. Donc avant les images, on filme tout, on lui envoie. Pendant l'attaque aussi, donc avant l'attaque, on lui envoie les images. Pendant l'attaque, on envoie les images. Après l'attaque, on le voit tout. Et même, il répond même maintenant. Voilà que pour montrer même qu'ils sont amis avec le GNIM qui répond directement. Vous voyez, le GNIM qui répond même l'armée malienne en disant que non, l'armée malienne a annoncé qu'ils nous ont frappés pendant qu'on était en train de nous retirer. Mais réellement, ils nous ont pas bombardés. Vous imaginez un peu. Donc ça, ce n'est plus de l'information. Ce n'est plus de l'information qu'ils donnent. Imaginez un petit peu, ce n'est plus de l'information. Il répond maintenant à l'armée malienne qui dit avoir tué des gâtes. Mais quand même, nous savons qu'à Mahou, il y a eu 25 corps abandonnés là-bas. Et on a vu les corps. Il y a eu 25 corps de groupes armés terroristes, d'éléments terroristes qui ont été abattus là-bas. Hein? Et on sait qu'ils ont eu le temps d'emporter quelques corps. Voilà, parce que quand ils se retirent, ils tirent en même temps. Vous voyez, nous, on a vu les corps et on les a mis sur Telegram pour que les gens envoient. Vous voyez. Toutes les bases n'ont pas eu un soutien aérien. Donc on avait dit ici la dernière fois qu'il y avait un problème de munitions de drones, de fourniture de munitions. Et donc on a vu qu'il y a eu, on va voir les images, 8 frappes aériennes et pas que de drones depuis le 4 juin. Les victimes sont que des civils, une personne âgée, une femme, un bébé d'1 an à Tachmart, un mort à Djancheché. Et là les images c'est de Zaro qui a été frappé 2 fois, vendredi et samedi. Ça c'est un dépôt de carburant. Il y a eu des attaques à Douna et Idbakan. Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu des frappes aériennes sur des cibles aléatoires et civiles qu'il n'y a pas un problème de munitions. Sinon, Voilà, donc ça c'est vraiment du sabotage. C'est le sabotage. France 24 a pour mission de ne pas faire connaître les victoires de l'armée malienne. Leur objectif c'est de saboter ce que l'armée malienne elle fait sur le terrain. Les armées de l'AES, c'est ça, leur objectif c'est cela. Il dit que c'est des frappes aléatoires qu'on a eu à faire. Et il dit qu'on a tué des civils. Il dit que bon, ce n'est pas parce qu'on a procédé à quelques bombardements qu'on a des munitions. Vous voyez donc, l'objectif est connu. L'objectif est connu. D'ailleurs, allez-y dans les commentaires. Vous allez voir les commentaires que les gens ont eu à faire par rapport à cette émission qu'ils ont eu à faire. Ces deux-là. Ces deux plaisantins de France 24. Franchement, c'était honteux. C'est vraiment de la bassesse. C'est de la bassesse. Parce qu'il répond maintenant, il répond au coup pour coup, puisqu'il a dit la dernière fois qu'on n'avait plus de munitions pour nos drones parce qu'on n'avait pas d'argent. Et bien maintenant, il dit, bon, il y a eu, parce que après, lorsqu'on a fait quelques bombardements, il dit oui, mais c'est pas parce qu'on a fait quelques bombardements qu'on a des munitions, et puis qu'il ajoute qu'on a tué des civils, comme si lui, il était là-bas au lieu du bombardement, comme si lui avait identifié ces gens-là. Donc vous voyez que c'est devenu de la mauvaise foi, et c'est devenu vraiment stupide, hein. Encore une fois, pourquoi toutes ces bases qui ont été attaquées par les djihadistes n'ont pas eu un soutien aérien? Et cité ici, on va les entendre. Bon, donc je crois que c'est bon, on a assez répondu. Et puis vers la fin, bon, on va pas écouter, mais vers la fin, ils disent que le GNIM a décidé de demander non, que le GNIM veut qu'on mette un gouvernement en place. Ouais. Donc là, c'est même pas la peine que je fasse passer ça, parce que là, c'est devenu de la plaisanterie. Et que le GNIM... en fait, ce sont les revendications des dirigeants de leur pays. Hein. C'est eux qui sont en train d'insister qu'il faut mettre un gouvernement en place, il faut faire ceci, faire cela. C'est quand même dommage. C'est dommage qu'un pays comme ça, incapable de je sais pas, je veux dire, de tenir debout, parce que la France, c'est ça, hein, c'est des pays qui n'arrivent plus à tenir debout d'eux-mêmes, incapables de satisfaire leur population sur le plan économique. Ils sont obligés d'envoyer des gros armées terroristes dans vos pays pour essayer d'endetter vos pays afin de pouvoir profiter de vos ressources naturelles. Et ça, c'est fini. C'est terminé. Terkɛ mina min f'i ɲɛna n'i bɛ fɛ ka lafiya yelenko la Sonikra Solar maaw nalen don ni panneau caman de ka fara batterie lithium kan k'a daminɛ puissance fitinin na fo ka se puissance kumabaw ma n'i mago b'a fɛn fɛn la appareil o appareil de bɛ yen nɔ k'a bɛ marcher ni tile ye n'i mago bɔ a sugu o sugu la i senfa joona i ka se Sonikra Solar maaw ka boutique la wa yɔrɔ jan tɛ dɛ a filɛ nin ye Sotiba 3e pont da la aw kan ka voyager avion de la aw sera aéroport la a fɔra aw ɲɛna k'aw ka avion bɛ retard la walima a fɔra ɲɛna k'aw ka avion tɛna pepepewu walima aw sera a fɔra ko place tɛ avion kɔnɔna la min y'aw sigiyɔrɔ ye walima aw sera aw seyɔrɔ la
aka minɛnw masi aw ka minɛ sira dɔ tiɲɛni na kɔnɔ walima dɔ b'a jɛ walima aw ka minɛnw yɛrɛ de masi pepepewu aw kana siran Solution Airlines bɛ walasa k'aw dɛmɛ nin ko ninnu de la a ye Solution Airlines wele dɔrɔn an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'aw ka minɛnw ɲini ka taa di aw ma f'aw sigiyɔrɔ la o t'a bannen ka far'o kan an ka baara dɔ bɛ yen an b'a fɔ min ma PMR o kɔrɔ ye an balima minnu bɛ yen ni Ala y'u garizigɛ don nujura la walima i b'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ kan ka voyager temps bɛrɛ t'u masaw bolo ka t'u bila walima an ka personnalitéw n'an b'a fɔ olu ma u ka VIP n'a ka d'olu ye ka voyager an b'u dɛmɛ ka t'u ɲini f'u ka so ka t'u bila aéroport la mobili dagabana na walima k'u ta ka bɔ aéroport la ka taa n'u ye so